Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et donc une nouvelle édition. Nous en sommes à 12 jours de conflit maintenant, 12 jours de guerre en Ukraine. La communauté internationale se mobilise d'un point de vue humanitaire. À Monaco, un appel aux dons important a été fait par la Croix-Rouge. La mairie a organisé une collecte de produits de première nécessité à l'espace Léo Ferré, sans oublier de nombreuses associations ou ONG monégasques mobilisées. Avec nous, dans quelques instants, le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, Frédéric Joly, nous fera un point sur la situation terrible en Ukraine qui évolue d'heure en heure. Que ce soit en foot ou en basket, le week-end sportif a souri au Monégasque. Nous reviendrons également sur la 38e édition de la Primo Cup. L'avenir de la francophonie en jeu et perspective. Voici le thème de la conférence donnée ce lundi au Théâtre des Variétés par l'écrivain Alexandre Najar. L'occasion pour lui de nous faire un constat sur le rôle que peut avoir l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, sur le plan sanitaire ou en termes de conflits comme en Ukraine. Et enfin, de la musique classique pour terminer ce journal avec le concert de ce week-end donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo où les compositeurs tchèques étaient à l'honneur. Mais avant de développer tous ces titres, un premier point sur l'information avec vous, Christine Datomel, bonsoir. Le gouvernement princier ouvre la vaccination contre la Covid-19 à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Effectivement, pour faire suite à la demande exprimée par certaines familles, le gouvernement princier informe les parents qui le souhaitent qu'ils peuvent faire vacciner leurs enfants âgés de 5 à 11 ans contre la Covid-19. Ils sont invités donc à signaler leur intention auprès du centre d'appel. Le Comité national de la vaccination monégasque s'est en effet récemment prononcé favorablement sur la vaccination contre la Covid-19 des enfants de cette tranche d'âge. Elle se déroulera au Centre national de vaccination dans un espace spécialement aménagé pour eux après une consultation médicale réalisée sur place par un pédiatre. Une autorisation signée des deux parents devra être présentée préalablement. Dans la mesure où l'évolution favorable de la situation sanitaire se confirme, le prince Albert II a décidé de poursuivre les allègements du dispositif sanitaire. Un point sur ces nouvelles mesures. Oui Fabien, à compter d'aujourd'hui, la suppression de l'obligation du port du masque à l'école, tant pour les élèves que pour les enseignants, est effective. Le masque pouvait être retiré lors des récréations ou de la pratique sportive scolaire en intérieur. Il pourra désormais être retiré en classe. Entre également en vigueur dès aujourd'hui la réouverture des établissements de nuit, la modification du protocole d'isolement des cas contacts familiaux pour les personnes vaccinées et la suppression de l'obligation du pass sanitaire pour les personnels travaillant sur les chantiers. À compter du lundi 14 mars, entrera aussi en vigueur la suppression de l'obligation de présenter un pass sanitaire tant pour les usagers que pour les salariés dans tous les secteurs, sauf dans les établissements de santé et les structures d'hébergement collectif pour personnes âgées. La suppression également de l'obligation du port du masque en tout lieu en extérieur. Et enfin, le gouvernement princier rappelle que les règles concernant le port du masque en intérieur restent inchangées, notamment dans les lieux accueillants du public ou encore dans les transports en commun. Le diocèse a fait part récemment dans son dernier communiqué de l'action de la Caritas Monaco en invitant tous ceux qui le souhaitaient à apporter leur aide. Qu'en est-il aujourd'hui, Christina ? Eh bien Fabien, à ce jour, Caritas Monaco a récolté et adressé 69 000 €. Ces fonds ont été envoyés sur place en Ukraine où les besoins les plus urgents se font ressentir. Vêtements, nourriture, médicaments, matériel de chauffage et aide aux femmes, aux mamans, aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes blessées et à toute personne dans le besoin. Et dès aujourd'hui, une deuxième enveloppe d'environ 75 000 € devrait être à nouveau envoyée à la Caritas Internationalis à Rome à destination de ces aides. Caritas Monaco et le diocèse de Monaco remercient très vivement tous les donateurs et encouragent, au vu de la dramatique actualité, tous ceux qui le souhaitent à continuer leurs efforts et leurs dons. Et puis sinon, sachez également que demain, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, pour marquer l'événement, le Stars and Bars organisera lui aussi une collecte de 9h à 19h devant l'établissement pour soutenir le peuple ukrainien. Les produits suivants sont demandés: antiseptiques, anti-inflammatoires, gel hydroalcoolique, aiguilles et fils, articles de toilette, nourriture pour animaux ou encore tout pour les nouveau-nés et les bébés, comme des lingettes, des pampers, de la nourriture et du lait, mais aussi des jouets.
Et puisque l'on parle de la mobilisation en principauté face à ce terrible conflit en Ukraine, je vous propose de recevoir le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, Frédéric Joly, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de la mobilisation monégasque et des actions de la Croix-Rouge, un point sur la situation qui évolue de jour en jour, voire même d'heure en heure. Quel est le constat concernant la situation en Ukraine ? Le constat est assez désastreux puisque maintenant, après 12 jours de conflit, vous avez des millions de personnes qui sont directement impactées par les combats, par les hostilités, avec par exemple à Mariupol, eh bien toute la population qui se terre depuis plus de 12 jours, qui a essayé de sortir et malgré 2 tentatives avant-hier et hier, eh bien les trêves n'ont pas tenu et les gens n'ont pas pu être évacués. Ça devient dramatique tout simplement parce que les pénuries s'accumulent, pénurie de soins évidemment, mais aussi maintenant pénurie alimentaire, pénurie d'eau. Donc il est extrêmement important que les différentes parties au conflit tombent réellement d'accord pour négocier un véritable accord humanitaire qui permettrait à ces populations de pouvoir sortir de Mariupol. Comme je le disais, il y a eu une grosse mobilisation de la population de Monaco depuis la semaine dernière. D'ailleurs, suite au nombreux dons, plus de 200 000 euros en à peine 72 heures, la Croix-Rouge monégasque a remis 250 000 euros au Comité international et à la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Comment se traduisent ces dons ? À quoi ça va servir ? Alors déjà dire merci, c'est pas la première fois, mais c'est vrai que la principauté de Monaco a toujours été très généreuse envers le mouvement international de la Croix-Rouge et également le CICR. Alors bien évidemment, cet argent va être employé pour couvrir toute la palette d'activités que couvre le CICR en Ukraine. Bien évidemment que la principale urgence, c'est essayer de pallier les pénuries, notamment médicales, c'est-à-dire fournir les hôpitaux. On a commencé à fournir les hôpitaux. Et puis ensuite, c'est de pouvoir soutenir les personnes qui se sont déplacées, qui ont donc tout abandonné et qui se retrouvent sans rien. Donc bien évidemment que cette manne contribuera à assister les déplacés. Et puis ensuite, si le conflit malheureusement devait perdurer, il va bien falloir que le CICR, ce qu'il fait dans d'autres villes en guerre à travers le monde, puisse travailler à remettre en eau certains quartiers et que bien évidemment la situation de gens qui ont tout perdu ou qui vivent dans des maisons endommagées ou détruites est tout à fait terrifiante. Et donc la manne de Monaco servira également à assister les populations à travers leurs besoins essentiels. Et comment arrive-t-on à acheminer cette aide en Ukraine dans un tel contexte ? J'imagine que c'est compliqué. Actuellement, nous sommes en train de renforcer nos équipes à l'intérieur de l'Ukraine. Nous avons environ 600 personnes CICR qui sont présentes à l'intérieur des frontières de l'Ukraine. Et puis ensuite, la priorité, c'est de faire des évaluations pour pouvoir dimensionner l'aide la plus adéquate en fonction des urgences que nous constatons, et ensuite c'est négocier avec les parties au conflit des passages qui permettent, avec un minimum de sécurité, de pouvoir acheminer l'aide au plus pressé. Mais c'est vrai qu'on est obligé de prioriser les urgences, que pour le moment on se concentre là où on peut aller, et c'est essentiellement les hôpitaux. Mais quand on voit les destructions et quand on voit le désarroi et la détresse de la population et les pénuries qui s'accumulent, il est évident qu'il va falloir trouver des solutions pour avoir une couverture opérationnelle humanitaire beaucoup plus large que ce que permet le conflit aujourd'hui. Les bénévoles de la Croix-Rouge prennent des risques sur place, j'imagine. C'est dangereux là pour eux ? Alors pour les volontaires ukrainiens, bien évidemment qu'ils font montre d'un certain courage puisqu'eux sont à pied d'œuvre et puis ils sont dans leur pays, leur famille. Le CICR, lui, n'emploie pas de bénévoles, ce ne sont que des professionnels qui travaillent en Ukraine, mais bien évidemment que les conditions de sécurité, les problèmes de mobilité, l'acceptation de l'espace humanitaire aussi est une préoccupation permanente, et c'est ce que négocie au quotidien le CICR avec les différentes parties dans les différents endroits où nous essayons de nous déplacer. Là en Ukraine, c'est habituel pour vous? Cette crise est sans précédent. Quel est votre constat à ce niveau-là? Non, je pense que ce qui choque, mais c'est ce qu'on vérifie malheureusement dans la plupart des conflits d'aujourd'hui, c'est la guerre en ville. C'est là où, dans des zones densément peuplées, de voir des combats extrêmement lourds, utilisant des armes à large rayon d'impact, eh bien, les conséquences humanitaires sont non seulement immédiates, mais
colossale. Mais c'est ce que l'on a vérifié au Yémen, malheureusement, en Irak, en Syrie, aujourd'hui dans le nord de l'Éthiopie, à Mekele par exemple. La véritable problématique humanitaire, le défi humanitaire, c'est véritablement porter secours à des gens qui n'ont pour choix finalement que de se terrer ou de tout quitter. Et quoi qu'il en soit, que l'on se terre ou que l'on quitte tous, ou que l'on quitte tout, eh bien les conséquences humanitaires sont terribles. Et donc la réponse humanitaire doit être la plus rapide possible. Frédéric Joly, merci de nous avoir fait le point sur la situation en Ukraine et sur l'aide apportée par la Croix-Rouge. Merci à vous. Christina, on vous retrouve pour la suite de l'actualité plus légère, voire superficielle par rapport à ce que peut vivre la population ukrainienne en ce moment, avec du sport, bien que la paix passe aussi par le sport et ses valeurs. Et vous allez nous donner de bons résultats, Christina. Oui, une belle victoire, Fabien. Tout d'abord pour l'AS Monaco qui a battu l'Olympique de Marseille ce dimanche 6 mars. Les Rouges et Blancs ont remporté la rencontre au stade Vélodrome 1-0 en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Les Monégasques se replacent ainsi à la 8e place à la hauteur de Lyon avec cette précieuse victoire. Du foot, on passe au basket. Eh bien, la Roca Team est sortie victorieuse face à Bourg-en-Bresse ce week-end. Score final 93-84. Une victoire maîtrisée notamment avec Brock Motum, ses 25 points et 29 d'évaluation. Prochain match vendredi prochain à Gaston Médecin face à l'Anadolu Efes en Euroleague. Et toujours dans le domaine sportif, mais en mer, double événement pour le Yacht Club de Monaco qui a vécu 3 jours de régate intense. Vous étiez, Christina, avec Olivier Bonello ce week-end pour nous faire vivre cette 38e Primo Cup. Reportage. Près de 400 marins avaient fait le déplacement pour s'aligner au départ de la 38e Primo Cup ce vendredi malgré un temps maussade. Un rendez-vous qui constitue également le 4e et dernier acte des 9e Monaco Sport Boat Winter Series et une étape considérée comme l'un des derniers test events avant le mondial. Depuis sa création en 1985, la Primo Cup est donc la plus importante régate de Méditerranée et chaque année, de nombreuses têtes d'affiche honorent de leur présence cette classique hivernale comme Ludovico Fascitelli, vainqueur de la Primo Cup en 2019. La Primo Cup, c'est une manifestation très importante qui va ouvrir la saison de monotype de printemps. On a ici 120 bateaux dans 4 classes différentes. On a 70 bateaux dans la classe J70, que c'est celle où moi j'ai fait la compétition. Et ça, c'est le numéro, il nous dit déjà qu'est-ce que c'est la Primo Cup. C'est un grand succès, c'est une grande tradition et pour nous du Yacht Club de Monaco, c'est une compétition très très importante. Maintenant, on n'est pas bien parti parce qu'hier, on n'a pas fait des régates et le jour avant, on a fait 2 régates avec des vents très très difficiles et on n'a pas bien interprété le plan d'eau et on a fait 2 résultats pas top. C'est très important de bien prévenir que la météo, la vague, le vent et tout ça, parce que le réglage des bateaux, c'est constant. C'est une chose qu'on fait chaque minute par rapport à l'intensité du vent. Et ça, c'est très important de l'interpréter en avant et pas après, sinon c'est trop tard. À bord de Giunda, Ludovico Fascitelli terminera l'épreuve en 6e position et parmi les autres favoris de la classe monégasque, Gian Giacomo Serena di Lapigio terminera à la 4e place. Et si les équipages présents ont tous joué la gagne, ils gardaient en ligne de mire l'échéance du championnat du monde qui sera organisé ici même à Monaco du 14 au 22 octobre prochain. L'avenir de la francophonie, enjeux et perspectives. Voici le thème de la conférence donnée ce lundi au Théâtre des Variétés. Conférence en partenariat avec l'ambassade de France, le consulat du Liban, le comité d'entraide des Français de Monaco ainsi que l'Union de la presse francophone. Et avec comme conférencier une pointure, si je puis dire, écrivain, journaliste, critique littéraire et j'en passe. Alexandre Najar, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donné une conférence sur l'avenir de la francophonie, c'est-à-dire quel message vous avez voulu faire passer aux spectateurs ? Tout d'abord, j'ai voulu dissiper certaines idées reçues autour du thème de la francophonie, mais aussi j'ai voulu signaler les enjeux, les défis. Il y a une douzaine de défis, aussi bien dans le domaine du développement durable que de l'économie, de la politique, de l'éducation, du numérique. Donc il y a toute une série de problèmes auxquels la francophonie doit faire face. Et je suis convaincu que la famille francophone, qui regroupe plus de 80 pays, est capable de surmonter ces obstacles-là.
Est-ce que la francophonie peut être en danger? Et si oui, pourquoi? Moi, je ne pense pas qu'elle soit en danger parce que la démographie joue en sa faveur. Deuxièmement, moi, je n'ai jamais voulu mettre en opposition l'anglais et le français. Je pense que ces deux langues peuvent très bien cohabiter et que le plurilinguisme est quelque chose de tout à fait normal. Donc je crois que il ne faut pas du tout opposer l'anglais au français. Ce n'est pas une bataille de langue. C'est une cohabitation harmonieuse, je pense, entre deux langues qui chacune répond à un besoin à un moment donné. Vous consacrez votre vie à la langue française. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour vous? Je suis tombé amoureux de cette langue comme on tombe amoureux d'une femme. Et je trouve qu'elle est aussi porteuse de valeurs qui, dans le monde arabe, au Liban en particulier, sont des valeurs auxquelles je suis sensible. Les valeurs républicaines, les valeurs, la liberté, les droits de l'homme, qui ont toujours, comme vous le savez, la Déclaration des droits de l'homme a été écrite en français. Donc, et puis, nous sommes très sensibles aussi à la littérature francophone, la littérature française, qui a donné aussi des auteurs qui ont beaucoup défendu les libertés. Je pense notamment au siècle des Lumières. C'est ma langue d'écriture parce que, en tant qu'avocat, j'écris beaucoup plus en arabe ou en anglais, mais en tant qu'écrivain, c'est finalement la langue d'écriture pour laquelle j'ai opté. C'est difficile de ne pas faire un parallèle sur votre parcours et l'actualité. Vous avez connu la guerre au Liban petit. Le monde, là, est suspendu sur ce qui se passe en Ukraine. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Beaucoup d'amertume parce que je trouve que nous vivons dans une époque de difficultés, de fléaux, de pandémies, et au lieu de faire la paix, d'être solidaires pour combattre ce fléau, on trouve le moyen de faire la guerre, de paralyser la planète de nouveau. Je trouve ça insensé. En voyant les images d'enfants, de réfugiés, de bombardements, bien évidemment, tout ce que j'ai vécu pendant 15 ans de guerre au Liban est remonté à la surface et j'ai mal de voir qu'on n'a rien appris, qu'aujourd'hui, en 2022, on commet les mêmes erreurs qu'autrefois. On croit que la guerre est une aventure, alors que, comme le disait un auteur, c'est un mal qui déshonore le genre humain. Vous avez parlé de l'ONU et de son rôle. Quel rôle l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, peut avoir sur le plan sanitaire ou en termes de conflits, comme en Ukraine par exemple? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer? Où je pense que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, ne joue pas suffisamment le rôle qu'elle devrait jouer. Au niveau sanitaire, par exemple, je pense qu'en temps de pandémie, il faut faire beaucoup plus que l'OIF ne le fait. Il y a quelques initiatives qui ont été faites, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faudrait même créer, à mon avis, un institut francophone pour suivre tout ce genre de fléaux qui peuvent arriver, mettre en commun donc toutes les connaissances. Donc là, je crois qu'il faut recadrer les choses aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan politique. Cela dit, dans d'autres domaines comme le numérique, comme l'éducation, comme l'égalité homme-femme, comme la jeunesse, il y a un travail extraordinaire qui est fait. Mais ce sont les deux secteurs que vous avez bien fait de soulever qui méritent une attention et des efforts beaucoup plus soutenus. Alexandre Najjar, merci d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. On dit que la musique adoucit les mœurs. Certains dirigeants de ce monde n'en écoutent manifestement pas assez. Nous, en revanche, on en écoute sur Monaco Info grâce à José Sacré, qui est allé à l'Auditorium Régnier 3 ce dimanche pour suivre un concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au programme, notamment un concerto de Martinou avec en soliste le violoncelliste Thierry Amadi. Reportage. Joyau de Bohème, tel était le titre du concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo le 6 mars à l'Auditorium Régnier 3. Au programme des œuvres de compositeurs tchèques, Janáček, Dvořák et Martinou, dirigés par un chef d'orchestre d'origine tchèque, Tomáš Netopil. Soliste du concerto pour violoncelle numéro 1 de Bohuslav Martinou, Thierry Amadi. C'est un concerto qui revient, on va dire, à la mode, qui était joué par Pierre Fournier, puisqu'il en est le dédicataire. Et maintenant, pas mal de la jeune génération de solistes commencent à rejouer ce concerto qui est
une merveille. Très particulier, j'aurais pas joué ça, c'est une idée de Didier, de Cotigny, et en fait il m'a fait un cadeau. Ça alterne énormément de cadences, seul, ensuite avec l'orchestre, beaucoup de choses qui s'enchaînent comme ça. Il est très virtuose, pas spécialement très bien écrit pour le violoncelle, dans le sens que ça tombe pas facilement sous les doigts. Donc c'est, on va dire c'est une tuile, mais une belle tuile. Et le mouvement lent s'envole, est juste magnifique. Il y a des passages d'expressivité qui sont vraiment très 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 forts. On parle parfois de silence assourdissant, mais il y a un dialogue qui se crée comme ça avec une salle et on sent si ce qu'on donne est reçu. Et quand on sent que c'est reçu, ben, on en donne encore plus et on a envie d'aller encore plus loin. Et effectivement, on sent ces atmosphères, c'est des moments magiques. Quand la musique se suspend au bout de l'archet, on a l'impression de tenir toute la salle de son archet. C'est magique. Tenir toute la salle au bout de son archet. Très belle phrase. Retrouvons Chrisinda pour découvrir ensemble les prévisions météorologiques pour demain. Mardi, le temps sera couvert, voire très nuageux, et des averses sont à prévoir. Par ailleurs, il fera frais. Comptez 2 degrés pour les minimales et 8 seulement pour les maximales. Le soleil se lèvera à 6h54 et se couchera à 18h28. Demain, nous fêterons les Jeans. Saint Jean de Dieu, né au Portugal à la fin du XVe siècle. Merci Chrisinda. Passons aux photos du jour. À l'approche du Grand Prix, une partie du circuit se refait une beauté. Sachez qu'un reportage sera consacré demain à la réfection des enrobés du circuit du Grand Prix. En attendant, ce sont des clichés pris par Michael. Allez-y. Ce journal est terminé. On se retrouve mardi 19h pour une toute nouvelle édition. Passez une excellente soirée et portez-vous bien. Au revoir.